Il fait voir son pied droit, raccourci, dit-il, par accident. Il continue à feindre beaucoup d'infirmités, puis commençant à geindre, il fait à chaque pas « Voilà !» mais sans bagou, comique ni gaieté. Le faux accent surtout, traînant et nasillard qui se donne est stupide et lourd, et son parler n'est pas assez rapide avec les mots venant mal pour être amusant. Gaspard lui dit « Fini, veux-tu, ta soi-disant maladie, et va-t'en galop. » Il affirme de nouveau qu'il est bien réellement infirme, et pour le leur prouver, montre son pied trop court. Puis, partant tout à coup l'arrière bête, il court, semblant ne plus penser à sa jambe trop basse. Sa manche qu'il agite est trop longue et dépasse en leur faisant adieu sur sa main de beaucoup. Il donne après cela, sans raison, un grand coup des deux poings dans le dos d'un Pierrot. Il échappe à coups de pied que l'autre allonge. Il échappe au coup de pied que l'autre allonge, et qui n'attrape, malgré la violence, en ne l'atteignant pas lui-même, que la blouse en relevant le bas. Avec beaucoup de plis en courbe, de l'étoffe. Le boiteux se retourne alors, puis apostrophe le Pierrot, lui criant « Parole, c'est assez réussi. » Des deux mains, il fait un pied de nez sur son masque, puis file. C'est fini. 70. Un homme qui plaisante mieux que lui, s'approchant aimablement, présente à Robert, en marchant, un vieux sac de bonbons en papier bleu de ciel, disons qu'ils sont très bons, et qu'il frémissent moins, et qu'il faut qu'elle en goûte au moins un. Mais les sacs bleus de ciel la dégoûtent, toute sale et chiffonnée, car elle tire à sa faim. Elle répond « Merci beaucoup, je n'ai pas faim. » Il retire les sacs aussitôt et s'excuse 1000 fois. Il tend à Gaspard qui refuse à son tour. Il lui dit qu'il a les plus grands torts. Et plongeant ses deux doigts dans le sac, il en sort, ensemble tout collés, 5 ou 6 sucres d'orge. Puis, les sacs fermés dans les doigts, à sa gorge, avec son pouce, il prend le bas du masque peint, ridicule, qu'il a toujours du même teint, rose vif tout uni, qu'on voit à tout le monde. Courte sur son menton, une barbiche blonde et le haut de sa joue, à côté, dépourvu de toute barbe, font un visage imprévu, auquel on n'aurait pas pu songer à s'attendre, on ne sait trop pourquoi, tout à l'heure, à l'entendre, quand on ne connaissait que le son de sa voix. Tenant son masque en l'air, il avale à la fois les 5 ou 6 bonbons, toujours collés qu'il croque, et bientôt, il reprend le visage baroque du masque, qui paraît être bien mieux que les siens. Il croque sourdement, toujours, enfonçant bien le masque que sa barbe obstinément repousse. La main droite levée, il se frotte le pouce et le deuxième doigt qui se sont tout poissés. Malgré Gaspard qui rit en lui disant « Assez, assez », il recommence alors son bavardage. À Robert, il reprend. Je suis encore d'âge, comme vous avez pu voir, à le manier, ajoutant qu'il est beau, qu'il veut bien pallier, avant 6 mois d'ici que Robert le épouse.
qu'ils iront tous les deux s'installer à Toulouse, où sa famille habite, et que pour tout le mois, Gaspard pourra venir être un de leurs témoins. Que s'il est bien gentil, s'il assiste à leurs noces, il pourra lui donner, après, dans son négoce, une part, qu'on aura bien de quoi le loger dans la boutique. Car, dit-il, c'est horloger que je suis. Il leur dit, en donnant l'orthographe, un nom invraisemblable et long. Puis il dégrafe sur sa poitrine un peu de son grand domino. Soudain, Robert dit, lui voyant un anneau au 4e doigt, qu'il oubliait sa femme, et que, probablement, il veut être légal. Mais vite, il lui répond que non, qu'il est veuf, et qu'il s'occupera de s'en avoir un neuf pour elle. Je manie pour toujours la mémoire de l'autre, ajoute-t-il, car vous pouvez m'en croire, elle était beaucoup moins douce qu'une brebis. Sa main a disparu, fouillant dans ses habits. En attendant, il parle à Robert d'un proche parent, à lui, très vieux, puis il sort d'une poche, après avoir remis dans un autre sac, bleu de ciel, au milieu d'un énorme tic-tac, que l'on entend malgré le plein air, une montre très grosse, toute noire, en acier. Il y montre à Robert, du doigt, prenant sur le pourtour 2 cadrans très petits, dont l'un marque le jour, la guille horizontale, à l'autre, on voit la date. Il veut absolument que Robert constate que le bout de l'aiguille est bien sur le marquis. Bonjour, là on est à Armentières, on est au festival Vive la danse dans le centre des artistes à Armentières, dans ce festival organisé par le théâtre Les Viva. Et puis on est dans la maison des artistes qui est placée dans un hôpital psychiatrique qui est en partie utilisé pour des résidences des artistes, entre autres, et aussi, je pense, pour d'autres associations qui travaillent dans la ville. Et puis, on est là, on est au premier étage, dans une des chambres que Sabine Macher a complètement transformée pour que les visiteurs prennent une place, prennent son temps, et très confortablement. Et puis disons qu'il y a quelques fauteuils, des coussins par terre, quelques jeux, des cahiers pour faire des dessins. Enfin, beaucoup de lumière aussi qui rentre par les fenêtres, malgré que c'est une région avec beaucoup de pluie, et malgré aussi que c'est le 30 janvier ou bien le 1er février 2015. C'est l'hiver, et puis dans ce petit salon, on rentre dans l'installation sonore que Sabine Macher nous propose dedans du festival Vive la danse. L'installation sonore qui s'appelle Toute la doublure. Et voilà, il se trouve que j'ai rencontré ces projets avant de retrouver Sabine Macher. Et puis il se trouve aussi que j'étais à Armentières aussi pour travailler dans une pièce de Maria Jerez qui s'appelle Baditli Ditli Tipi Poup, Papa Papoup. Et puis je suis rentré dans la cuisine et on m'a dit, voilà, elle est Sabine Macher. Et j'étais complètement consterné parce que depuis un an, j'ai beaucoup utilisé son projet Toute la doublure pour mettre quelques bouts dans les émissions de Bipède Emplumé. Donc disons que Bipède Emplumé existe depuis environ un an et demi.
comme une radio régulière. C'est Misiones Cacatua, disons, qui est présent tous les mardis depuis un an et demi dans le site internet de Théâtron, dédié aux arts scéniques, la performance, et puis en fait lié aux arts, disons. Et puis on fait ce programme sémanalement, mais Bipède Implumé, c'est toujours le programme de la fin du mois. Et c'est moi qui ai utilisé les projets de Sabine Macher sans la connaître très longtemps. Je mettais normalement 5 minutes de cette lecture, et puis après j'ai commencé le programme. Ou bien je finissais le programme avec la lecture de toute la doublure. Bon, c'est un plaisir. Maintenant, je suis à Kortrijk. Je suis en train de préparer avec Nilo Gallego Misiones Cacatua qui va de nouveau pouvoir se réaliser avec du public en direct. Donc, j'ai fait un break juste pour venir faire l'émission d'aujourd'hui. Je suis un peu aturdida parce qu'on est au milieu de beaucoup de choses, de beaucoup de gens qu'on a rencontrés cette semaine avec qui on va faire le programme. Mais c'est un grand plaisir aussi d'être venu à la maison, d'avoir rapidement vu que l'installation marchait et puis me retrouver ici avec vous pour partager avec vous cette rencontre avec Sabine Macher et ensuite partager avec vous cette pièce chorégraphique écrite réalisée par Sara Manente. Alors, je suis aussi content parce que c'est quand même le deuxième programme que j'ai fait en français. Normalement, j'ai fait beaucoup de programmes en espagnol ou dans les langues de la personne avec qui je suis. Mais disons qu'en français, j'avais fait, je sais pas, l'année dernière, j'avais fait un programme sur la mode avec mon amie Sonia Noya qui avait un magasin de fringues. Et on avait fait un programme dans ce magasin. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième programme en français, deuxième programme francophone. C'est drôle. Bon, je vais vous laisser avec cette rencontre avec Sabine Macher. On est dans la cuisine de la Maison des Artistes d'Armentières, ancien hôpital psychiatrique, et même pas ancien, c'est encore actif, mais pas tous les bâtiments, juste une partie. Donc on est là dans la cuisine et je vais vous laisser écouter. Bon, c'est quelle heure? Si, il faut y aller. En fait, c'était très bien de te rencontrer parce qu'on a développé ce projet de radio il y a un an et demi et on fait une radio sémanale sur Internet. On fait un programme. On est 4 personnes. Et à la base, il y avait Alice Socha qui était invitée aussi. Ouais. Mais c'est elle, en fait, qui a mené ton projet, la doublure. Donc, j'ai quand même, je pense que l'année dernière, j'ai retransmis une fois par mois 5 minutes de la doublure. Une fois par mois? Si, parce qu'on est 4. Si. Et puis, je pense qu'elle m'en avait parlé. Et puis j'ai lâché, tu vois, parce que. Mais quand même, c'était comme rentrer dans une espèce de broderie pendant 5 minutes. et je voulais te demander, bon, déjà, pourquoi ça t'intéressait de faire ça? En fait, je suis tombée plusieurs fois sur ce livre. Et chaque fois que je tombe sur ce livre qui s'appelle La doublure,
qui est donc le premier gros livre qu'a écrit Raymond Roussel quand il avait 19 ans. C'est très important pour lui de l'avoir écrit avant d'avoir 20 ans, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le livre qu'il a écrit à 19 ans. Et la photo aussi qu'il a toujours voulu diffuser après, c'est une photo de lui à 19 ans, quelque chose d'important pour lui avant 20 ans. Et donc, quand il a écrit ce livre, c'est un jeune homme très riche, tu vois, à Neuilly, qui vient d'une famille, de millionnaires, banquier. Et il s'enferme, il a fait des études de piano, il a une formation de pianiste, mais il décide de que écrire. Et donc il écrit ce livre tout en alexandrin, c'est-à-dire dans ce vers français, tu vois. En même temps, on n'entend pas tant que ça, les alexandrins, parce qu'ils ne sont pas placés comme dans la littérature classique, mais tout est... Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des règles aussi après. Et il est tellement sûr d'avoir la gloire, que c'est une chose très très importante qu'il est en train de faire, qu'il ferme les volets de sa chambre pour que les gens ne soient pas éblouis. Tu vois, tellement il pense que ce travail est tellement beau que les gens... Il serait ébloui à travers les vitres. Il faut mettre des lunettes de soleil, tu vois. Et il pense que quand il aura fini, les gens dans la rue vont l'arrêter, ils vont dire « mais c'est vous qui avez écrit ça ». Donc évidemment, comme tu peux m'imaginer, quand il a fini, ça a été l'indifférence, enfin plutôt plus que l'indifférence, l'incompréhension, le désintérêt. Il a fait une énorme dépression. Après, il en a fait d'autres aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de l'incompréhension des autres par rapport à son travail. Tout en mettant, lui, des grands moyens, comme il avait beaucoup d'argent, tu vois, il a fait adapter certains textes au théâtre. Mais c'est toujours un théâtre très obsessionnel, très imaginaire, où les mots sont eux-mêmes à la fois matière, mais aussi véhicules, quoi. Les mots portent quelque chose, mais c'est eux les acteurs aussi, tu vois. Et il y a beaucoup de jeux de mots, de calembours. Ça, c'est des choses que moi, je ne suis pas si sensible que ça, mais c'est juste... je suis émue par quelqu'un qui fait autant pour quelque chose qui est aussi impossible à transmettre comme ça, comme il imaginait. En fait, il est à la fois très lucide. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi été inventeur, il a aussi joué aux échecs, il a aussi inventé un brevet pour le vide, enfin il a fait plein de petites choses comme ça, qui montrent qu'il est dans la réalité d'une certaine manière. Mais par contre, par rapport à son œuvre, il voulait être comme Victor Hugo ou une chose comme ça, tu vois, alors que ce qu'il écrit, ça peut pas. Mais il voulait avoir la gloire. Et en fait, au début de ce livre, il y a marqué « à vie ». Ce livre étant un roman, il doit se commencer à la première page et se finir à la dernière, l'auteur. Et j'avais déjà trouvé cette phrase une fois, je l'avais utilisée pour un livre à moi, parce que c'est étrange, un débutant qui écrit au bout du début de son livre qu'il faut tout lire, tu vois. Donc, ça se fait pas. Mais en plus avec l'auteur, tu vois, il doit se commencer à la première page, se finir à la dernière. L'auteur, voilà, au boulot. Et puis, je suis retombée dessus un peu plus tard, en travaillant sur le théâtre No, donc j'avais l'impression d'être très loin. Et puis, je retombe sur ce livre, c'est même la première fois que je le rencontre physiquement, en fait, dans un centre d'art, dans la Creuse, à Vassivière. Et je revois à nouveau cette phrase-là, cet avis, tu vois, comme un truc de police, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, il va peut-être m'aider à revenir de l'Extrême-Orient, parce que le No, c'est aussi un truc un peu de toqué, mais très différemment. Et j'ai commencé à lire, et puis rapidement, je me suis dit, mais il faut faire ce qu'il dit. Voilà. Puisqu'il veut que... En plus, personne ne l'a lu, ce livre. Hein, d'accord. Parce que les gens les Rousselliens, c'est une petite communauté comme ça, il y a deux sortes. Il y a les Rousselliens qui s'intéressent aux anecdotes, ça c'est moi, tu vois, parce qu'il a voyagé dans une grande voiture qu'il avait fait construire, une roulotte,
quand il était avec sa mère voyageait avec son propre cercueil au cas où il arriverait quelque chose. Wow. Non, mais c'est une famille de... D'accord. Ouais, ouais. Ok. Après, il paraît qu'il prenait tous ses repas en une seule fois. D'accord. Il avait les vêtements, c'était très très organisé aussi. Il portait tel vêtement 3 fois, après il le jetait. Il était millionnaire, tu vois. Après, il a été ruiné, soi-disant, mais il est quand même, parce qu'avec le krach de 29, pardon, mais il est quand même mort dans un grand hôtel à Palerme en 33. Mais enfin, il paraît qu'il a été ruiné, mais bon, c'est les gens qui sont riches, même quand ils sont ruinés, ça va encore. Ouais. Hein. Voilà. Et donc, voilà, les gens qui s'intéressent autrement à son écriture, en fait, ils ont en général lu deux livres, un qui s'appelle Impression d'Afrique, mais qui ne parle pas du tout d'Afrique, enfin si, qui parle d'Afrique, mais il n'est pas allé. Et puis l'autre qui s'appelle Locus Solus, le lieu étrange, tu vois. Et qui est aussi toutes sortes de choses imaginaires, mais très très détaillées, très voilà. Et j'ai eu envie de faire ce qu'il disait en fait. Voilà. Et du coup, je l'ai entendu parce que moi je l'avais pas lu non plus. Hein. Si. Et en fait, au fur et à mesure des enregistrements, je l'ai entendu. Donc, disons que tu l'as lu, quand tu l'as lu par la première fois, tu l'as lu déjà. Non, je l'ai jamais lu en fait. Ah, tu l'as jamais lu, tu l'as entendu. Voilà, c'est ça. Donc, tu as réagi face à cette contrainte de ce livre, il faut le lire du début à la fin. Ouais. Tu as réagi avec ces gestes. Voilà. D'accord. Et au fur et à mesure, donc je l'ai comme un geste public aussi, non? Donc, comme un geste performatif ou... Oui, bah après, moi je trouve que à proposer ça aux gens à entendre, bah, moi je trouve que, en fait, moi dans le spectacle, ce qui me plaît, c'est qu'on se retrouve et on passe du temps ensemble. Et un temps où le reste est un peu arrêté, quoi. Tu vois, le téléphone, pas la petite machine dans la tête parce qu'elle ne s'arrête jamais, mais elle fonctionne aussi autrement. Et je trouve ça très précieux et je trouve que toujours le temps, c'est devenu une sorte de machine à devenir fou, quoi. Tu vois, avec la façon qu'on a de l'utiliser. Hein. Enfin, de l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser, mais comment on se place à l'intérieur de ça, de ce phénomène. Parce que le temps, on s'en fout complètement de tout. Mais voilà, je trouve que quand on propose des choses un peu monomaniaques, quoi, tu vois, qui durent un certain temps, comme un voyage. Hier, les élèves ils me disaient ça, c'est comme un voyage, oui. Je veux dire, aujourd'hui, passer 6 heures dans un train, ça paraît la chose scandaleuse, quoi, tu vois, parce que tu vas être Mais en fait, moi, je trouve que ça fait aussi du bien d'être enfermé dans des tuyaux. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est un gros tuyau. Ok. Et tu l'as entendu, disons que quand tu l'as lu par la première fois, c'est que tu as assisté à cette lecture du début à la fin. Oui. J'ai fait les petits enregistrements, après je les ai montés, donc après j'ai entendu au fur et à mesure. Et puis, effectivement, depuis, je l'ai fait comme ça dans cette version publique 5-6 fois, je dirais. Chaque fois, effectivement, j'écoute tout. Et en fait, chaque fois, c'est plus facile. Hein. C'est-à-dire, plus tu l'entends, plus c'est agréable. Parce que comme il y a beaucoup d'informations, tu ne peux pas entendre tout. Ouais. Tu vois, parce que ton cerveau, il a besoin de ranger. Ouais. Et en plus, les voix, le fait que ce soit des voix très différentes, et les façons de lire aussi, souvent pas préparées, avec des accidents, en fait, ça aide. C'est pas une coquetterie artistique, enfin peut-être aussi un peu, mais disons que c'est vraiment utile en fait. Pour créer des repères, pour créer des différences. Pour entendre, parce que sinon ça se mangerait soi-même presque, non? Oui, parce que comme c'est vraiment une chose aussi très mécanique, il y a des gens qui lisent tout de suite très bien. Tu vois, qui lisent les alexandrins, il y en a quelques-uns, il y en a 4-5. Et comment ça sonne les alexandrins? C'est 12 pieds, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je suis pas assez française pour sortir un alexandrin. Mais c'est le vers classique français. Il s'est écrit comme ça. Et c'est séparé par des points?
Des ponctuations par des virgules Non, c'est... Dans le livre, tu veux dire hein. Je vais te le chercher. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, tu vois. Et tu vois, le décor Renaissance est une grande salle au château du Vieux-Comte, une portière sale, serre d'entrée. En plus, c'est toujours des rimes, c'est A, B, B. Mais bon, là, tu vois, salle et salle, c'est très interdit, je crois, dans le truc normal. Deuil, fauteuil, voilà, table, mais véritable. Après, tu vois, comme souvent le point est là, avec la phrase, et quand on lit et quand on entend, on dit est assis sur le bord d'un fauteuil adossé haut, on va jusque là. Ouais. Alors qu'en fait, dans un vers classique, tu sentirais que ça s'arrête là, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas, mais par exemple, Alice, elle connaît tout ça par cœur, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, Molière, tout ça, c'est écrit comme ça. Ouais. Voilà. Parce que quand je savais pas que c'était écrit comme ça. Non, parce que je l'ai entendu, tu l'entends pas trop. Ouais. Il y a des gens avec qui tu l'entends, tu vois, parce qu'ils lisent tout de suite comme ça, et c'est bien. Mais c'est bien surtout aussi qu'il y a beaucoup qui lisent pas du tout comme ça. Ouais, d'accord. Et que les voix changent, et puis bon, après il y a aussi des petits entr'actes entre les choses, pas toujours, mais souvent, qui sont venus pendant le travail. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, qui l'ai entendu sans doute le plus au monde, c'est chaque fois plus agréable, quoi, parce que après, justement, parce que quelqu'un va faire aussi une faute d'accent, ou qui va, je sais pas, il y a un Chiara qui a des gencives, tu vois, au lieu de dire gencives, bah, les gencives, tu t'en souviens, quoi, mieux. Ouais. Ouais. Donc après, tu les vois, les gencives, tu vois, ouais. même si c'est un mot, etc. Mais moi, je pense que c'est bien de faire en moins 2 heures, quoi. Sachant qu'en 2 heures, il y a plein de choses que tu vas pas entendre, mais je trouve que c'est intéressant quand on est dans des travaux où on est obligé déjà de dépasser le truc naturel du temps, tu vois, où au bout de 20 minutes, tu commences à te demander ce qui se passe. Ouais. Après, tu as besoin d'être fasciné. C'est pas fascinant, ça. Hein. Ouais. T'es obligé de t'énerver, de t'endormir, enfin de faire un tas de choses, tu vois. De te laisser faire. Voilà. Qu'est-ce que tu feras, ou comment tu dis, comment tu négocies avec. C'est ça, c'est très actif. Ces attentes, voilà. C'est passif-actif, parce que bon, c'est le truc qui vient sur toi, mais t'es pas fasciné, quoi. Donc tu écoutes pas, mais c'est un travail. Voilà. Et tu viens d'un travail du corps, t'es danseuse, chorégraphe? Oui, je suis danseuse, ouais. Okay. Ouais. Mais j'écris aussi. Tu écris, ok. J'ai fait les deux, ouais. Ok, parce que j'allais te demander quelle relation tu trouvais entre les deux, mais tu écris, non, donc voilà, c'est une pratique aussi. Oui, j'ai un vrai parcours littéraire, et bon, j'écris en français, hein, qui n'est pas ma langue maternelle, parce que justement... parce que je suis restée en France, mais aussi j'avais pas très envie d'être trop experte. Tu vois, j'aurais pas aimé savoir écrire en alexandrin ou en allemand. Je me souviens, j'écrivais en allemand avant, mais j'avais l'impression d'avoir trop de facilité. Ça me plaisait pas trop. Et en français, au début, ça m'a plu d'avoir juste une petite garde-robe, tu vois. Un pantalon, 2 t-shirts et 3 culottes, quoi. Et pas pouvoir faire trop de fantaisie, quoi. Maintenant, en fait, mon allemand est assez pauvre aussi. Ou alors il est un peu, peut-être comme pour toi l'espagnol, il est un peu poussière, il est là, mais on le trouve pas tout de suite dans l'armoire, tu vois. Ouais. Quand tu cherches, finalement il y a une autre veste par-dessus, et c'est où le truc là? Donc tu cherches des mots, il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment du mal à parler en allemand.
Donc je m'étais dit, maintenant je devrais peut-être écrire en allemand à nouveau. C'est pour ça aussi, ce fantasme berlinois, il était aussi un peu comme ça. Tu lis en allemand souvent? Non. Moi, ça me fait un grand plaisir ces derniers temps de découvrir des livres très bien écrits, que je trouve qu'ils sont très bien écrits dans ma langue, qui ne sont pas des traductions, qui sont des livres écrits en espagnol, et où je peux réapprendre la langue, mais d'une façon comme ré-rentrer et puis l'amplifier. Parce que c'est vrai que quand tu passes beaucoup d'années dans d'autres pays, tu apprends, même moi j'étais en France en plus, après j'étais en Allemagne, l'allemand je le parle mais assez rudimentaire, et après il y a l'anglais, à la fin tu es tout le temps dans des langues, tu es tout le temps avec les 3 culottes, 2 t-shirts et un pantalon. Donc ces dernières années j'ai découvert aussi des expériences dans ma langue qui était assez riche au niveau de syntaxe, vocabulaire, grammaire, contenu. Et c'est un plaisir, c'est un grand plaisir aussi. Et par rapport à ta pratique dans le mouvement, tu as les mêmes ressentiments, comme si tu as eu des ressentiments qui ressemblent par rapport à j'avais trop de facilité ou ça t'intéressait mieux avoir pas toutes les facilités ou c'était une expérience complètement différente? Non. Non, dans le mouvement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment des facilités. Enfin, dans la partie sauvage, oui, tu vois, danser dans les fêtes ou dans sa chambre. Mais dans tout ce qui est apprentissage, technique, j'ai jamais rien compris. Non mais vraiment, je comprends toujours pas pourquoi j'ai pas compris, mais j'ai accepté. Mais non, ça a toujours été à la fois une chose où j'ai envie d'être, mais où je suis pas élue. C'est moi qui veux y être, mais je suis pas... c'est pas évident, quoi. Non. Ou je le ressens comme ça, tout au moins. Peut-être j'ai plus de facilité que je pense, mais les autres m'ont toujours dit non mais tu fais pas bien. Voilà. Alors que pour écrire, pour les littératures, oui, il y a eu moins ça. À part que longtemps j'étais étrangère et je le suis toujours parce que je serai jamais en français, j'aurai jamais la compétence d'un native speaker, tu vois. Même si je peux savoir des choses qu'eux ils savent pas, ou tu vois, mais je serai toujours étrangère. Et en fait, j'aime bien ça. Voilà. Dernièrement, Sarah Manente qui travaille avec nous, elle a écrit une pièce chorégraphique. Elle a écrit. Et elle me l'a envoyé par email. Et j'étais très, très admirée de l'expérience, pas de l'écriture forcément, mais comment ça était un reflet, étant moi danseuse, moi-même, et public aussi des fois, comment c'était un reflet assez précis, je trouvais, de l'expérience dans la scène, de l'expérience de mouvement dans l'espace ou dans le temps. C'est assez simple, la chorégraphie, mais je trouve que c'est assez simplement décrit aussi des petits moments de danse ou d'être là sur scène, aussi des petits moments d'être dans le public, comment tu regardes ça, ou quel type de réflexion, de dialogue tu as par rapport à ça que tu penses que le public pense de toi, etc. Assez simple. Mais en tout cas, ça m'a confronté. Je l'ai tout de suite écrit pour lui dire que ça m'intéressait beaucoup. Et comment tu es tombé là-dessus? Parce que Sarah, elle m'a envoyé l'écrit parce qu'elle pensait que pour la radio, elle aimerait bien le lire. Ah, d'accord. Un mois auparavant, Antonia Baer, elle m'avait prêté un livre de Monique Wittig, qui s'appelle Les corps lesbiennes, et qui est
extrêmement corporel, Ah ouais. médical, de la chirurgie même, non, de rentrer dans les corps, dans les fibres, dans les organes. Et j'ai mis tout ça en parallèle par rapport à... ça m'est parlé, même s'il y en a un qui parle plus des sentiments amoureux, mais un sentiment corporel. C'était dans tous les cas une expression du corps, disons. Du corps dans l'espace, du corps face à l'autre ou en relation avec l'autre. Et je voulais te demander, puisque tu as de l'expérience un peu dans les deux terrains, si, je sais pas, qu'est-ce que tu, par rapport à ça, je te parle, si tu as des expériences où tu écris sur les corps ou pas du tout, ou comment, ou l'écriture, tu la regardes des fois comme un corps, ou quel lien tu trouves entre ces deux activités? Je viens de travailler justement là-dessus. Et je vais présenter justement, j'ai une bourse de recherche qui s'appelle Dire la danse, pour voir comment les gens ils parlent de la danse, quoi. Quels mots on peut mettre pour transmettre ça, ou pour l'exprimer, ou s'en souvenir, ou le projeter. Parce que moi, justement, comme je suis une danseuse qui écrit, souvent on m'a dit « Ah, tu dois écrire sur le corps ». Mais en fait, je ne sais pas du tout le faire. Mais pas du tout. Enfin, je sais, j'aime bien dire comment il est, comment est l'espace. Ça, je le fais un peu sans trop réfléchir, mais tu vois, dire ce qui se passe quand je marche, je ne sais pas le faire, quoi. Et donc, je m'étais dit, je vais demander aux autres. Et donc, j'ai enregistré des gens qui sortaient d'un cours de danse, en fait, à la Ménagerie de Verre pendant 8 mois. Comme ça, très rapidement, tu vois, en leur demandant... Voilà, au bout de 2 heures de travail là-dessus, c'est pas forcément des professionnels, mais c'est des gens qui ont consacré 2 heures à se concentrer là-dessus, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'expertise. Exactement. Et puis ils en sortent. Et donc je leur disais, est-ce qu'il y a... Après je commence à blablabla, parce que je sais pas comment dire. Mais aussi, il faut pas trop dire, parce qu'après, quand la question est trop claire, la réponse est aussi un peu comme ça. Mais bon, grosso modo, je demandais quelles sont les sensations physiques que vous avez là à la sortie. Et en fait, les gens, très souvent, ils parlent pas du corps. Tout de suite, quand ça s'est bien passé, c'est un état. Mais un état où le corps est à nouveau absent. En fait, le corps, c'est à la fois c'est hyper présent et en même temps, on a cette faculté de l'évacuer, de l'imaginaire. Enfin, en même temps, on n'est que ça. Enfin, tu vois, je te regarde, je vois bien ton corps. Je suis très sensible à ton corps. Là. Je suis dans le mien aussi, que je vois moins parce que je suis dedans, mais quand même. Mais on oublie tout le temps. Et elle aussi, souvent, c'est... Ah oui, je me sens bien. Enfin, après, très vite, il y a des sortes d'états comme ça généraux, tu vois. Et puis, après, souvent, je posais une deuxième question. Je disais, il me disait, voilà, ou elle me disait, oui, c'est le bonheur, ou c'est la liberté. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, oui, mais alors, elle est où cette liberté? Voilà, tu vois, dans le corps. Et en fait, à travailler en dessous, j'ai vu que c'est une question vraiment absurde, pas seulement, enfin profondément absurde, parce qu'en fait, j'ai un peu après lu des livres et j'ai un peu vu qu'en fait, d'après les travaux qu'on a fait, la sensation du corps est souvent globale, quoi. C'est pour ça que, à part quand il y a un problème, tu vois, quand il y a une dent qui manque ou quand tu as mal au genou, là, tu peux dire c'est là, tu vois, mais autrement, c'est pas localisé, en fait, dans notre façon de percevoir. C'est pour ça qu'on a tant de mal à être précis. Mais en même temps que je pose cette question, que je dise où est la liberté, après les gens y réfléchissaient, puis alors il y en a qui me disent oui mais c'est plutôt un peu ici, dans la poitrine, ou alors oui aujourd'hui c'est dans les bras, ou enfin tu vois, finalement ça, tout en étant une chose fausse, ça produit d'autres, des assignations quand même, enfin, une sorte de carte un petit peu enfin ça c'est après moi comme je l'ai mis ensemble, mais
chacun dans son corps a quand même localisé un peu des choses, tu vois, assigné des sensations à des zones plutôt. Bien sûr, Hein. Et il y a presque tout qui est sorti, quoi. Même le sang, enfin, tu vois, même des choses qui sont pas à un endroit, mais un fluide qui circule. Le système, non? Ouais, c'est ça. Et beaucoup qui ont parlé aussi des régions, tu vois, des trucs plus, des repères plus anatomiques, mais aussi à l'intérieur de la, enfin, pas de manière spatiale, mais plutôt genre les muscles ou les ligaments, ou alors les os, enfin, tu vois, qu'est-ce qui tient enfin, quelle partie de l'ensemble ressort plus. Voilà. Voilà. Mais pour revenir vraiment à ta question, j'ai essayé aussi une fois d'écrire un livre sur l'amour, tu vois, les gestes d'amour, sexualité. Parce que là aussi c'est vachement dur parce que très vite c'est une sensation quand ça se passe bien. On a du mal à savoir qu'est-ce qu'on a fait d'abord, dans quel ordre. Parce que tout devient une sorte de, je sais pas, de rayonnement ou une chose comme ça. Et quand ça se passe pas bien, oui, là c'est facile de dire tac, tac, tac. Parce que tu restes froid. Mais en fait, quand énergétiquement il y a un échange, ça devient un paquet, quoi. Ou un paquet, ou une boule, ou d'énergie en soi, mais c'est vraiment difficile de savoir où est le dessus, de se repérer, quoi. Et c'est aussi peut-être quelque chose par rapport à comment tu parlais tout à l'heure du corps, qu'il est finalement toujours absent, même s'il est matériel. Oui. Dans l'amour aussi, peut-être il y a aussi ces jeux d'absence, parce que tu écris. Oui, oui. Tu parles même de l'absence du moment, hein, des corps dans l'acte sexuel, ou quand tu écris, tu n'es plus là, ou. Mais mais ça, je sais pas. Non, je trouve que par rapport à la présence du corps, justement, dans la sexualité, c'est là où il y a un moment où vraiment le corps est vraiment, où il reste présent. Non, je trouve complètement, oui, tout à fait. On l'oublie pas. Par contre, après, de dire comment ça s'est passé... C'est à ce moment-là dont je parle. Oui, c'est un moment où tu... Oui, ça c'est difficile, Le livre de Les corps lesbiennes de Monique Wittig, c'est ça. C'est très... C'est beaucoup ça. Il faut que je lise un peu. C'est très bien. C'est très bien. Ok, et donc avec ces interviews, j'ai fabriqué des pièces son. D'ailleurs, peut-être si tu les veux pour la radio, tu vois. Si, plus tout court, à fait. Ouais, ça serait super. Mais c'est tout en français. Si, mais nous on utilise la langue qui arrive quand elle arrive. Donc on n'est pas fixé sur la langue. Normalement, j'envoie un email un peu le jour où je fais le programme quelques heures avant. Et puis normalement, j'ai dit déjà dans quelle langue va se développer le programme, parce que ça dépend aussi des rencontres. Il y en a beaucoup en espagnol. Ah oui. Si, parce que Théatron, c'est un site internet dédié aux arts scéniques et à la performance qui se développe depuis quelques années, depuis déjà 10 ans ou 15 ans, à Barcelone surtout. D'accord. Et donc eux, ils publient beaucoup d'événements, des actions, des gestes, des choses liées à la performance. Ah oui, d'accord. Et c'est là que tous les mardis à 4h, on fait la radio. Ils font du streaming, eux. Donc ils ont une télé, disons, dans son site internet. Ou ils font des streaming de spectacles ou des rencontres ou des ateliers ou des choses. Mais les mardis, c'est que du son. On met une photo, il n'y a pas de l'image, c'est juste une photo qu'on met. Et puis c'est la radio. D'accord. Et donc il n'y a pas un problème de langue. Mais en tout cas, tu disais que tu as fait un montage avec ces interviews. Oui, voilà. Dans ce projet, il y a aussi, c'est un truc sur la danse, il y a aussi un travail un peu plus monographique autour d'une personne à la ménagerie, qui dirige la ménagerie de Verre à Paris, Marie-Thérèse Allier, qui est une ex-danseuse, qui a un discours comme ça très
Bon, à la fois qui parle toujours de la danse, mais qui parle toujours de tout le reste. Enfin, D'accord. bon, enfin, moi, il y a ça, il y a aussi un petit catalogue avec des mouvements de danse. Il y a un ami qui est mort depuis, mais qui essaie de parler du port de bras ou le grand jeté. Enfin, tu vois, il y a des petites choses comme ça. Il y a, Focalisé sur... voilà, qui essaie de décrire ce mouvement ou comment c'est, de l'analyser, voilà, il y a donc, oui, en tout, il y a des fichiers qui font 20 minutes, 10 minutes. C'est joli, ça me plairait beaucoup de l'entendre. Ouais, et justement, je suis en train de finir et dans 2 jours, là, je vais le présenter au CND. Ouais. Ok. Donc il faut que je travaille. En 2 jours? Ouais, le 4, ouais. Ok. Oui, c'est le rendu de la bourse. Et tu vas le présenter dans quel cadre? C'est avec du Au public CND, ou... oui, tu vois, le CND, voilà. C'est eux qui m'ont donné la bourse, donc après, à la fin, tu fais un exposé. Un exposé, ok. Il y a aussi un texte, mais il n'est pas encore assez fini, mais ils m'ont demandé un résumé. Bon, c'est un peu l'inverse que ce que j'avais fait, parce que j'ai fait un texte... oui, parce qu'après, voilà, c'est aller aussi un peu dans d'autres endroits. Quand j'ai retrouvé... Après, je suis partie aussi sur... Voilà, par contingence, en fait, je comprends. Le cahier sur lequel je travaillais, que mon frère de Berlin m'avait offert, tu vois, il y avait sur la couverture, on voit une femme qui pose comme ça de dos, avec un mec là, assis, qui visiblement la dessine, tu vois, mais autour tu vois des sculptures, donc c'est un atelier de sculpture, il marqué Friné, comme un prénom, désir ou remords, et justement c'est le cahier dans lequel j'écrivais quand j'étais à la ménagerie, dans cette résidence, et puis donc de temps en temps je disais aux gens, alors, désir ou remords? Tu vois, parce que je sais pas, pour faire une question étrange comme ça. Mais après, en travaillant, j'ai regardé qui c'est Friné. En fait, c'est une femme incroyable, qui est très oubliée, enfin une figure grecque. Friné, ça veut dire crapaud. Et en fait, c'est une femme qui a gagné énormément d'argent avec son corps. C'était une courtisane très riche et connue pour ça, parce que elle a vendu très cher son corps. Et elle a voulu reconstruire le mur de la ville de Thèbes, qui avait été détruit par Alexandre le Grand, je crois, et avec sa fortune justement, mais elle voulait qu'il y ait marqué le mur de Thèbes détruit par Alexandre le Grand, reconstruit par Friné, courtisane. Et non, ça n'a pas, ça pas été fait. De nouveau, en cas. Et bon, tout ça, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Alors et c'est écrit 500 ans après par un Romain. Mais donc, tout ça, il y a aussi sans doute des légendes, mais en même temps, bon, bref, il y a, à la fin, elle a un procès, en fait, parce qu'elle est... Donc elle est très très belle. C'est le premier modèle pour Praxitèle, qui est un sculpteur grec qui a fait la première Vénus nue, tu vois, le corps de femme nue. Et c'est aussi un de ses amants. Et puis il y a un autre qui s'appelle Hespéride, là, qui est une sorte d'orateur qu'elle n'aime pas, enfin, où il a peut-être pas assez de fric, je sais pas. En tout cas, il y a un moment où, avec cette histoire de mur, je ne sais plus, en tout cas, elle se trouve accusée de azébie, tu vois, de ne pas vénérer les dieux. Quelque chose qui redevient très à la mode en ce moment. Et Socrate, par exemple, c'est de ça qu'il a été accusé, c'est pour ça qu'il a dû se suicider, tu vois, parce qu'il a été condamné. Et elle, c'est la même chose, donc elle a un procès, elle est prêtresse d'Aphrodite, et on l'accuse de ne pas être assez comme il faut. Et il y a justement cet amant ce demi-amant là qui est un orateur et qui la défend devant l'aéropage, c'est que des hommes, tu vois, elle n'est pas là. Et il la défend, et puis il voit bien que ça ne va pas marcher, qu'ils vont la condamner à mort. Et parce que c'est mort ou vie, hein, tu vois, il n'y a pas de rien entre les deux. Et à un moment donné, il est désespéré, il la fait rentrer, et elle est habillée, quoi, elle est
voilà. Et puis en fait, parce qu'il n'a plus d'arguments, il ne peut plus parler, il lui arrache son truc, elle est nue. Et alors, son corps nu est tellement important que ces vieux là qui sont en train de la juger la regardent et ça se voit, il y a des peintures au 19e, c'est un sujet assez souvent traité, tu vois. Et ils sont comme ça, ou lubriques, en fait, ils ont peur que ce soit la déesse elle-même, tellement elle est belle. Et donc, ils la quittent, quoi, parce que, enfin, ils disent non, c'est fini, parce qu'ils ont peur de tuer la déesse. Donc après, par contre, ils interdisent que jamais ça arrive à nouveau qu'on fasse entrer l'accusé. Et puis ils interdisent aussi des pratiques qui peuvent émouvoir le jury. Les jurys. Mais je trouvais ça vachement fort. Tu vois, souvent dans cette... Par rapport au corps et voilà, le corps et la langue, tu vois, souvent le discours est quand même plus fort, ouais. mais il y a des moments où le corps est plus fort, quoi. Ouais. Et donc, voilà, donc j'ai aussi beaucoup trippé sur Friné dans ce projet. Voilà. Très intéressant. Ouais. J'ai hâte de l'entendre en tout cas. Bon, je pense qu'on continue le travail chacun de son côté. C'est un plaisir de te rencontrer et d'avoir fait aussi. ça. Ouais, moi aussi. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je peux te donner un truc sur une clé si je veux bien. Je viens encore, je vais bien, je continue. Bon, ça a été cool de réécouter cette rencontre et de voir en fait que par moment on faisait un peu de la méta-radio, non? En parlant de comment on va mettre en ligne l'interview, etc. Bon, on est resté sur ces dernières histoires, sur les corps, sur le poids du corps. Ouais, je pense que c'est quelque part un bon pied pour continuer avec la pièce écrite de Sara Manente qui s'appelle Spectacle. Et dont je parle aussi dans la rencontre avec Sabine Macher. Donc la pièce Spectacle 3, c'est une pièce que Sarah elle avait écrite au début pour répondre à une invitation de Loïc Toussaint et Reza Kim pour l'événement qui s'appelait Pièce de danse Luz, qui a eu lieu à Honolulu, à Nantes, un lieu qui s'appelle Honolulu, à Nantes. Et donc Sarah, c'est pour cet événement qu'elle a écrit cette pièce chorégraphique, dont je parle aussi à Sabine. Donc ça va être aussi une façon de partager avec Sabine la pièce de Sarah. Et avec vous tous. Et parler ou écrire ou lire ou écouter les corps. On y est, on y va. Zéro. Cette pièce s'appelle Spectacles. J'ai volé ce titre à Stuart Sherman, un artiste performant de Providence à Rhode Island. Ces spectacles étaient des solos, des programmes faits de scénettes joués sur des estrades portables posées sur un trottoir ou dans un parc ou chez quelqu'un. Stuart Sherman manipulait des objets inanimés et créait des drames sémantiques sans résolution ni chute. 1. Tout devient souple. C'est moi. Je suis debout.
Avec ma main droite, je tiens une lampe à pied surmontée d'une ampoule. Simple, un peu vieille, en faux marbre beige. Au bout de plus ou moins 1 minute, je la pose sur le sol. L'ampoule est mate et change de couleur très lentement. Elle passe du blanc au violet, au bleu, au vert et de nouveau au blanc. J'occupe l'avant-scène. Je commence à bouger les bras face à vous. Je bouge les coudes, les poignets, en faisant des cercles de différentes tailles. Parfois, je trace une ligne, des segments courts, comme une ponctuation. J'essaie d'expliquer quelque chose, mais ce n'est pas très facile à comprendre. Souvent, je répète un court mouvement avec mes mains, comme si je listais une suite de choses que je connais. Puis je fais des mouvements plus grands, mais sans produire aucun son. Je porte des lunettes. Quelqu'un d'entre vous aussi. Je maîtrise les trucs, ces mouvements-là, ce que je veux dire. Ces trucs, ces gestes, me maîtrisent aussi. C'est de la sorcellerie, une danse de sorcellerie. Ça doit être une introduction. Mes yeux bougent, mais ma tête reste droite. Parfois, je déplace les poids de mon corps d'un pied à l'autre, ou je me déplace un peu plus sur les côtés. Je change brutalement d'avis 1 ou 2 fois. On a l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous pouvez me suivre facilement. Il y a une trajectoire claire, un scénario, une explication de ce qu'il se passerait tout à l'heure, et ça a l'air plutôt spectaculaire. Je suis grande. J'ai des longs cheveux noirs qui me donnent un style heavy metal. Vous me trouvez sympathique parce que je vous rappelle votre adolescence. J'occupe l'espace devant vous. Mes mouvements ne prennent pas plus de place que s'ils longeaient la surface d'un écran plat posé sur la tranche, un écran vertical. La surface se rapproche de là où vous êtes. Il y a beaucoup plus d'espace derrière moi que devant. Je commence à attraper quelque chose avec mes mains, de haut en bas, mécaniquement comme une grue. Pendant ce temps, un barbecue traverse l'espace derrière moi alors que je continue de faire ce que je suis en train de faire. Le barbecue est rond, il vous est familier. Il bouge tout seul, ou alors quelqu'un le tire avec un fil invisible, et il a comme une allure humaine. Il s'arrête un court instant, comme s'il vous donnait un rapide coup d'œil. La lumière passe du rose au violet. Je me retourne
et circule autour du centre de la pièce. Je commence à danser, comme si je n'avais pas encore bougé avant. C'est ma première danse. C'est mon début. C'est un seul mouvement. C'est un saut qui débute sur deux jambes et atterrit d'abord sur une jambe, puis sur l'autre. C'est un rythme syncopé. Les derniers temps est en retard. Je répète ça plusieurs fois. C'est les mêmes mouvements, et pourtant il est toujours différent. Il a quelque chose d'insaisissable. Dès que vous commencez à les connaître par corps, il disparaît. Vous n'arrivez pas à les garder en tête, et je suis déjà occupée à autre chose. Maintenant, avec un tout autre état d'esprit, je révèle la profondeur de l'espace. Je révèle la longueur de mes bras. Je tourne la paume de mes mains vers le haut. Je me couche. Je cambre mon dos et je vous regarde. On dirait que cette séquence traite plus de la représentation de l'acte que de l'acte lui-même. Cette séquence a quelque chose de pornographique et d'obscène, mais rien d'érotique. Cette séquence est exécutée une seule fois. Je révèle la profondeur de l'espace, je révèle la longueur de mes bras, je tourne la paume de mes mains vers le haut. Je me couche, je cambre mon dos et je vous regarde. Puis, les mouvements devient très littéral et creux. Il reste à la surface. Une série de demi-tours, de sauts sur une ou deux jambes, quelques galops et des bras qui se balancent tout seuls. À chaque fois, je marque l'espace encore et encore, accumulant des couches successives les unes sur les autres. Vous pouvez voir au travers de chaque couche ce qui s'est passé avant. Jusqu'à ce que je m'arrête. Je vous regarde encore une fois. J'ai rougi à cause de l'effort physique et de la danse précédente. Je viens m'asseoir au milieu de vous. Nous regardons tous dans la même direction. Deux. Marie et Anne. Elles portent des collants et bougent silencieusement et confortablement comme si elles étaient chez elles. Elles ferment les yeux. Elles sont habillées pareil. Elles se ressemblent, mais n'ont encore jamais travaillé ensemble. L'une mesure 1,63 m et l'autre 1,64 m, et ça leur va. Blonde, cheveux courts, assez fine et féminine en même temps. L'une ressemble plus à Jane Sieber que l'autre. Anne porte des lunettes. Elles ouvrent les yeux. Elles traversent l'espace plusieurs fois. Elles regardent autour d'elles. Nous découvrons des détails dans l'espace que nous n'avons pas remarqués avant. La couleur des murs, un trou pour accrocher un tableau, une tache mate au sol, un marceau de rubans adhésifs en papier. Elle s'arrête pour devenir
des objets inutiles en relation avec les fonds, un paysage. Mais quand elles sont proches l'une de l'autre, ne se touchent jamais. Ensemble, changeant de position en relation avec l'autre, elles travaillent comme un compas. Elles créent une référence, un vecteur, une orientation. Elles font du camouflage. Elles restent dans une position jusqu'à ce qu'on ne les voit pas. Elles se mêlent à leur environnement. Elles utilisent principalement les périmètres, les murs. Elles font du camouflage. Marie et Anne se ressemblent de loin, mais plus le temps passe, plus elles deviennent apparentes, plus elles paraissent différentes. La familiarité du début devient de l'étrangeté. Parfois, elles sont inexpressives. Alors, tout devient plus clair. Elles ferment les yeux, elles ouvrent les yeux. Elles traversent l'espace plusieurs fois. Elles regardent autour d'elles. Nous regardons autour d'elles aussi. Parfois, elles sont inexpressives. Alors, tout devient plus clair. Elles enlèvent les collants pour mettre des shorts et des baskets. Elles vont d'un côté à l'autre de l'espace. Elles commencent silencieusement à faire des petits pas légers, rapides et trébuchants qu'elles répètent en boucle. Ce n'est pas en diagonale, ce n'est pas de gauche à droite. La boucle reste la même, elle est répétée plusieurs fois, mais en fait, elle s'use imperceptiblement comme une cassette vidéo. Une boucle après l'autre. Les bras sont flottants, relâchés. Une étrangeté désagréable ou une familiarité désagréable. Elles ralentissent. Des images apparaissent et disparaissent rapidement. Aikido, Tai Chi. Un apiculteur. Une maîtresse SM. Une cafetière. Un cerf. Un bananier. Une sonnerie. Un jeu d'échecs. Un croupier. Une table de nuit. Un ventilateur. Un stylo. Un papier cadeau japonais. Un canapé 3 places. Une fenêtre sale. Un jeu vidéo. Une danse très 2004. La danse se multiplie jusqu'à ce que tout se reforme et devient opaque. Anne danse les claviers. Marie danse les glaciers. Elle porte des shorts d'une couleur monotone. Elles font une série de mouvements séparés, changeant chaque fois de position, allant de l'un à l'autre, comme si elles choisissaient l'angle parfait pour chaque mouvement. Une danse opaque parce que chaque chose absorbe la lumière
sans la refléter sur d'autres choses. Anne danse les claviers. Elle commence par une marche aux genoux très élevés. La marche semble être une célébration à l'espace. Ses yeux sont un peu excités. Ces mouvements commencent à partir d'un ordre qui vient de l'intérieur, de ses os peut-être, d'une façon asymétrique. Asymétrique est aussi sa façon de gérer l'espace. Non moins tout est préétabli, désorganisé, mais sous contrôle structuré. Marie danse les glaciers. Elle est debout, les jambes écartées. Elle répète un mouvement en torsion, mais n'arrive jamais. Un debout constant, un peu comme un gif. Ces mouvements sont tridimensionnels et dirigés à l'intérieur. Elle est toujours prête à s'arrêter à n'importe quel moment. Ces déplacements dans l'espace arrivent sans jugement de l'espace. En cercle, autour d'elle-même, en diagonale, latéralement. Quand elles sont finies, elles s'allongent au sol. Les bras le long du corps. Elles commencent à rouler jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle, les murs, un poutre, les pieds de quelqu'un assis par terre. Elles s'attendent et roulent dans l'autre sens, mais la trajectoire retour est légèrement différente. Parfois, elles se cognent l'une à l'autre, s'arrêtent et continuent dans l'autre sens. Elles dessinent des lignes arrondies au sol, des bouts de cercle dans le centre et au-delà de leurs pieds. Elles attendent que l'autre s'arrête et recommence ensemble. Elles font ça à peu près pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'elles s'élèvent ensemble et exactement en même temps. Dès qu'elles ont fini, elles sortent sans hésitation par une porte sur les côtés, une porte que nous n'avions pas remarquée avant. Trois. Marcos, Norberto et Jaime. On remarque que l'espace a changé. Ils descendent d'un escalier en colimaçon très lentement. Ils viennent de l'étage au-dessus. Nous voyons d'abord les pieds, puis les jambes, les torses, la tête. Ils se tiennent les mains. Ils bougent très lentement. Ils se laissent voir. Quand ils sont tous les trois visibles, ils changent des mains et font un demi-tour. Ils nous montrent l'autre côté. Très consciemment, en diagonale, comme une image en 2 dimensions, un long défilé. Jaime et Norberto ont les cheveux frisés. Marcos et Jaime ont une barbe. Norberto et Marcos portent des t-shirts. Norberto a des épaisses lunettes. Ils ont tous les cheveux bruns.
Ils restent en contact les uns avec les autres, surtout par les mains. Mais maintenant, ils prennent des positions différentes dans d'autres endroits de l'espace, côté devant, central, jusqu'au fond de la salle. Ils sont une unité organique. Ensemble, ils forment un tableau. Leur toucher est doux, délicat, des bouts des doigts. Leur toucher est plus lourd, en poussant, en tirant la paume. Leur toucher grattant, chatouillant, s'insinuant, dérangeant les restes du corps. Les changements sont flous car nous ne pouvons pas voir les toucher de près. Les trois regardent dans la même direction, mais sont détachés de la situation dans laquelle ils sont. La lumière passe du violet au bleu. Ils se séparent. Marcos danse la maison des horreurs. Norberto danse les progrès. Jaime danse la scie électrique. Norberto et Jaime sont frères. Marcos porte un masque en plume. Jaime porte une jupe plissée évasée. Norberto tient dans ses mains une veste à paillettes. Il y a une collerette de type Renaissance, époque élisabéthaine, au sol, une fraise. Marcos se secoue. Norberto saute. Jaime tape au sol. Marcos danse la maison des horreurs. Il est plein de ruses. Il projette ses bras et son torse en un mouvement qui inclut tout l'espace autour de lui. Ses mains sont larges et osseuses. Ses mouvements semblent aller dans toutes les directions, mais sa colonne vertébrale du coccyx à la tête forme une structure très rigide. Il passe d'une idée à un masque, à une image iconique précise. Tout ça avec une logique très claire pour lui, mais que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Il donne à chaque situation des tournantes inattendues et infinies. Son mouvement est très externe, alors que son esprit, son imaginaire, est très interne. Norberto danse les progrès. Il est imprégné d'optimisme, de certitude et de vitesse. Il y a quelque chose de ridicule dans sa manière d'approcher les périmètres, mais sans ironie ni sarcasme. Il projette les mouvements avec beaucoup de poids et d'enthousiasme. Les mouvements deviennent une sorte de logarithme ou rébus, une série d'actions de natures différentes qui ensemble forment une phrase. On peut voir sa transpiration au travers de son t-shirt et couler le long de son nez. Il y a quelque chose de révélateur qui ressort de cette séquence de phrases. Un paragraphe qui s'avère être une vraie argumentation, avec introduction, hypothèse, thèse, conclusion. Néanmoins, la drôlerie de cette danse nous fait légèrement sourire, nous chatouille. On pense origami, trèfle à 4 feuilles, surface. Jaime danse la scie électrique. Il est le plus grand des trois. Il bouge en tapant les sols et en faisant beaucoup de bruit. Il commence ensuite à tourner. Il continue avec une série de pas dramatiques. Parfois il est ailleurs. Son esprit semble hésiter,
Son attention semble errer d'ici et là, de nulle part à nous. Tout est très vif. Ses yeux bougent, regardent, font les points, voix floue, comme ses mouvements. Son état, sa présence sont changeants, parfois troublants, parfois effrayants, parfois complices du public. Nous nous sentons inclus, exclus, piégés, invités. Il nous déplace, il déconstruit ce que nous voyons et ce que nous pensons voir. Les trois s'arrêtent. Ils reviennent ensemble. Ensemble, ils dansent la méduse, la pieuvre. Toutes les parties du corps sont équivalentes. Il n'y a pas de hiérarchie. Ils ont déjà fait ça. Quelque chose d'autre viendra après ça, mais pendant la méduse, la pieuvre, le temps est plat, monotone, continu. Ensemble, ils forment une unité qui semble perméable à l'extérieur. Mains, yeux, coudes, chevilles, chaussures, cheveux, fesses, poitrine, bite, oreilles, tétons, épaules, joues. Toutes ces parties touchent ou ne touchent pas. Toutes ces parties sont exposées ou cachées. Tout appartient aux trois. La danse comme tactique, comme série de mécanismes. Pendant ce temps, Christophe, cheveux frisés, entre en manipulant une couverture fleurie. Il plie, déplie, tord, sécule la couverture en lui donnant différents poids, formes, textures. Il est à l'aise dans sa maladresse. Il regarde la couverture pendant qu'il fait ça. Il porte un t-shirt à fleurs à manches courtes. C'est une danse exotique, pas originaire d'ici, étrangère, pas d'ici. The Alien Blanket Dance. Les quatre occupent tout l'espace. Ils continueront pour toujours. Une danse permanente. La danse fin des certitudes. Quand est-ce que ça termine? Qu'est-ce que c'est exactement? La danse du rien. Pour pouvoir oublier tout ce qui s'est passé auparavant. On entend un orchestre, des longs bourdonnements qui semblent devenir toujours plus forts et plus nombreux. Une musique beaucoup trop épaisse pour accompagner la danse du rien. La musique est une composition de Charles Ives pour groupe de chambre, corps et vent, nommée The Unanswered Question. Après avoir appris la composition à l'université de Yale, Charles Ives abandonne les métiers de compositeur au début du XXe siècle pour se lancer dans les assurances et fonder une compagnie qui devient prospère. Il continue cependant à composer de la musique sans la faire publier ni jouer. À partir des années 20, des problèmes de santé l'obligent à arrêter ses activités professionnelles et artistiques. À la même époque, il est découvert par l'avant-garde musicale de New York, qui commence à faire jouer sa musique. Certaines œuvres d'envergure ne sont pourtant jouées que bien après sa mort.
Uno, dos, tres. Vous pouvez vous réveiller. Bon, et c'est fini la pièce spectacle numéro 3, pièce chorégraphique écrite et réalisée par Sara Manente. Je dois dire que cette émission d'aujourd'hui, c'est pas que ça m'a beaucoup plu, c'est juste que, comme je vous disais dans l'email de présentation, je suis encore très content de faire beaucoup de choses et j'ai tout arrêté pour faire cette émission. Et je dois dire que ça m'a fait une espèce de grosse tilleule parfumée et qui m'a couvert, qui m'a relâché, qui a réenclenché mon imaginaire très fortement. Donc, je vous remercie. Sarah, je vous remercie pour ceux qui étaient là, en train d'écouter. C'est un plaisir de faire une émission en français. Donc, je pense que c'était une très belle émission pour ceux qui ont écouté Bipède Plume pour la première fois. Et juste le crédit de cette dernière performance qu'on a écouté, qui s'appelle Spectacle numéro 3. La première partie, c'est Sara Manente, partiellement, en tant que Michel Reinert. La seconde partie, c'est Anne Lenglet et Marie-Marthe Larsen. La troisième partie, c'est Marcos Simoes, Norberto Llopis et Jaime Llopis. Figuration et son, Christophe Albertine. Traduction, Ondine Chloé. Visiteur, Danny Newman. Merci à Honolulu, Loïc Toussaint, Raisa Kim, Randy Carreño, Rita Cabra. Je vous remercie et puis je vous quitte et j'y vais de nouveau à la salle de répétition pour continuer à préparer l'émission de Skakatua qui va être en émission les jours 26, 27 et 28 de février. Donc après-demain, c'est notre première émission. Ça va se passer dans le programme dédié à la radio que Bouddha a développé, qui s'appelle We Love Radio. On a fait, Nilo et moi, on est venu à Kortrijk pour rencontrer aussi d'autres artistes ou des gens qui travaillent dans la ville. Donc, les jours 26 février, on va faire l'émission avec le groupe de musique Wild Classical Music Ensemble. C'est un groupe de musique composé, entre autres, avec des artistes avec diversité mentale ou fonctionnelle. C'est très wild et c'est très bien. Donc, je vous invite fortement à écouter notre émission entre 5 et 6 heures les jours 26 février, c'est après-demain, jeudi. Ensuite, le vendredi, on va faire l'émission en compagnie du groupe amateur du performance et théâtre qui s'appelle Compañeros, qui est très lié à la programmation de Bouddha. Avec eux, on va voir quelques performances et on va réagir sur ces performances en proposant une critique amateur ou en tout cas en proposant en faisant exercice d'une critique amateur. On va développer le programme le 26 février, vendredi, entre 5h et 19h. Et ensuite, le 28 février, le programme c'est un open mic, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les parages sont invités à venir à Bouddha. On sera, les 3 programmes vont se développer à la tour de Bouddha. On sera là
Vous devez juste venir avec votre proposition live ou bien des audio files dans une clé USB. Et puis, voilà, c'est un peu karaoké, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est pas nous qui avons les chansons, c'est vous qui l'amenez. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est à Kortrijk, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à prendre partie dans notre open mic le 28 février dans la tour de Bouddha entre 5h et 7h. On va bien s'en occuper de vous ces 3 jours et on vous attend. Merci à tous. Ciao.